Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur une base qui, bien qu'elles doivent être enseignées au collège, en théorie, reste largement incomprise du grand public. Une base fondamentale lorsqu'on s'intéresse à l'univers et à ses secrets et qui reste pourtant mystique pour bon nombre de curieux. Il existe de nombreux vulgarisateurs sur Internet, ainsi que de nombreux scientifiques qui interviennent directement auprès du public, mais rares sont ceux qui abordent le sujet de ce qu'est en soi la méthode scientifique. Personne n'en parle et cela contribue, selon moi, à propager le cliché comme quoi les scientifiques décident de façon arbitraire ce qui doit être dit au peuple ou non. C'est typiquement en laissant ce processus dans l'ombre qu'on en arrive à ce résultat. Et donc dans les années 30, on a cru, peut-être un petit peu à tort, que la radiesthésie permettrait de déboucher sur une science exacte, officielle, jusqu'à ce que le professeur, le fils de M. Rocard, de notre ancien Premier ministre, s'intéresse à la question des rayonnements et effectivement il s'est fait un petit peu tirer l'oreille par ses pairs, parce que c'est vrai que la radiesthésie n'est pas scientifique. D'ailleurs, il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique. Non. Vous voyez, il est même possible aujourd'hui de se vanter publiquement de ne pas utiliser la méthode scientifique. Alors parlons science, la méthode scientifique. Partie 1. Le but de la méthode scientifique. Oui, pour les plus avancés d'entre vous sur le sujet du moins, la question peut paraître risible. Pourtant, puisque de nos jours, de nombreux mouvements naissent avec l'idée que les scientifiques manipulent la société et dictent ce que nous devons croire ou non, je pense tout de même nécessaire de revenir sur le but premier de la méthode scientifique et aussi, pourquoi pas, de la science en général. Premièrement, la méthode scientifique, si on recherche sur Internet, se définit comme suit. La méthode scientifique désigne l'ensemble des canons guidant ou devant guider le processus de production des connaissances scientifiques, qu'il s'agisse d'observation, d'expérience, de raisonnement ou de calcul théorique. Bon, je trouve la définition impropre, mais c'est une bonne base de laquelle partir. Le but d'une telle méthode est d'établir des connaissances dans un domaine précis, et ce, en étant le plus rationnel et le plus objectif possible. Je ne m'étendrai pas plus longuement dessus dans cette vidéo, mais notez bien que je dis le plus possible. Donc, pour résumer grossièrement, en attendant la synthèse de fin de vidéo, la méthode scientifique est un ensemble d'étapes à respecter dans le but d'établir une connaissance, idéalement objective. Chacune de ces étapes se voulant guidée par une logique rationnelle. Partie 2. La genèse de la méthode scientifique. En Occident, la science est née à l'Antiquité. Aujourd'hui, nous connaissons surtout le rôle que la Grèce a joué dans la fondation et l'évolution de nombreuses philosophies et sciences. Néanmoins, un peu partout en Europe, divers peuples ont apporté leur contribution, chacun avec sa cosmogonie. Petit encart, une cosmogonie est une explication de l'origine de l'univers. Cela peut être culturel, religieux ou scientifique. Bref, revenons sur le sujet. Chaque peuple, donc, a tenté d'expliquer certains mystères de l'univers à sa façon. Tout le monde sait aujourd'hui que dans bon nombre de cultures, ces phénomènes ont été expliqués par la religion. Nous avons tous en tête l'image d'un peuple qui croit que la pluie est due à un dieu, le vent à un autre et pourquoi pas l'accouchement à un esprit. Quant à savoir s'ils croyaient vraiment ou s'il ne s'agissait que d'histoires qu'ils se racontaient, le débat n'est pas là pour le moment. Toujours est-il que Dieu ou pas Dieu, nous sont parvenus à travers les âges des écrits de la Grèce antique qui mettent en évidence, déjà à l'époque, le conflit que l'on voit encore aujourd'hui sur la façon d'explorer le savoir que nous offre le cosmos. Pourtant, déjà à l'époque, de nombreux savants ont essayé d'expliquer l'univers avec des méthodes que nous qualifierons de vaguement plus objectives. Socrate et Platon représentent bien, à mon sens, une époque révolue où la science se reposait en partie sur des impressions. Ils défendaient ardemment la théorie des idées. Nous pourrons en reparler une autre fois si vous le voulez, mais pour faire très court, c'est une théorie selon laquelle l'univers est composé d'une couche visible et tangible et d'une couche invisible et intangible. Pour la dire en termes modernes, le monde de la matière est le monde de l'esprit. Posons qu'il y a deux espèces d'êtres.
l'une visible, l'autre invisible. Posons également, celui qui est invisible garde toujours son identité, tandis que celui qui est visible ne la garde jamais. Ce que dit grossièrement cette théorie, c'est que les idées, les concepts et ce qui relève de l'imaginaire existent en tant qu'entité physique, ou autrement dit, Socrate et Platon pensent que toute idée existe réellement dans l'univers, tout comme le serait un véritable objet. Mais pas dans la même couche d'existence. Bref, avec un résumé aussi foireux, j'ai probablement tué tous ceux qui s'y connaissaient sur le sujet, mais ça fera l'affaire pour le moment. Ce qui est important, c'est de savoir à peu près où on en était à l'époque de Socrate et de Platon. Puis vient Aristote. Alors oui, je sais, je connais la réputation moderne d'Aristote en sciences, et je pense pour ma part qu'elle n'est pas totalement volée. Cela dit, rendons à César ce qui est à César. Aristote était l'élève de Platon, donc normalement influencé par la fameuse théorie des idées. Sauf qu'apparemment pas tellement, puisque premièrement il n'adhère pas du tout à la théorie des idées. Mais il va aller plus loin, car contrairement à son maître Platon et au maître de son maître, Socrate, lui va partir du principe que pour qu'une vérité soit universelle, elle doit être démontrée. Aristote aime tout particulièrement la démonstration par syllogisme. Wikipédia vous informe que, en logique, le syllogisme est un raisonnement logique, mettant en relation au moins 3 propositions. 2 ou plus d'entre elles, appelées prémices, conduisent à une conclusion. Aristote a été le premier à le formaliser dans son Organon. Wikipédia ajoute même un exemple très connu de syllogisme et « tous les hommes sont mortels ». Or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Les 2 prémices dites majeures et mineures sont des propositions données et supposées vraies, le syllogisme permettant de valider la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémices sont effectivement vraies. Alors 2 choses l'une. Oui, je me suis permis de citer du Wikipédia dans une vidéo de vulgarisation scientifique, mais la logique n'est pas le sujet du jour, et je n'avais besoin que d'une définition et d'un exemple, pas d'une vraie biographie. Ensuite, sans que l'exactitude historique soit au rendez-vous, c'est bien suffisant pour vous faire intuiter l'évolution qu'apporte Aristote à la science de son époque. Seulement, ce n'est pas encore ça. Pourquoi ? Parce qu'Aristote considère que nos capacités de perception et de cognition sont suffisantes pour voir l'univers tel qu'il est. Autrement dit, Aristote considère que du haut de ses 5 sens et de son seul esprit, il peut tout observer, tout comprendre à l'univers. Donc il y a du mieux, mais on est encore loin de la vision scientifique moderne. Après, là, je vais spéculer un peu, mais je pense que cette vision a beaucoup joué dans son choix de croire à une Terre immobile au milieu de l'univers, ainsi que de celle de la non-existence des atomes. Bref, on va faire un saut dans le temps. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, il y a plein d'autres penseurs dont on pourrait parler et qui ont apporté leur contribution, notamment Archimède. Oh oui, on en reparlera d'Archimède, mais dans un autre épisode. En attendant, direction la Renaissance. Galilée, Galileo Galilei de son vrai nom, n'est rien de moins que le père fondateur de la physique moderne. Physique qui s'est, de ce fait, imposée comme la première science exacte moderne. Pour ceux qui connaissent le nom, mais qui ne resituent pas forcément le personnage, c'est le fameux type dont on apprend parfois à l'école qu'il est à l'origine de l'héliocentrisme, donc le soleil au milieu du système solaire, de qui on dit qu'il a fait tomber des boules du haut de la tour de Pise pour prouver que les objets tombent tous à la même vitesse, et à qui on prête la phrase « et pourtant elle tourne ». Bref, je pourrais parler de beaucoup de choses chez Galilée, mais pour pouvoir cerner le personnage, je préfère laisser Étienne Klein raconter une anecdote qu'il affectionne particulièrement lors de ses conférences. Je vais prendre une expérience qui a été la première expérience de physique, en fait. La première loi physique énoncée par Galilée. L'expérience de la chute des corps. Vous faites une expérience de chute des corps, vous faites tomber une boule de pétanque avec une balle de tennis. Qu'est-ce qui se passe ? La boule de pétanque tombe plus vite que la balle de tennis. D'accord ? Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Centrale, ni même Polytechnique, pour énoncer la loi de la chute des corps qu'Aristote avait énoncée, qu'à mon avis les Indiens Kayapo ont énoncé également,
qui est que plus un objet est massif, et plus il tombe vite. C'est ça que nous montre l'observation. Okay ? Et cette loi de la chute des corps a été enseignée dans toutes les universités européennes, occidentales, au Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance. Sans que personne trouve à y redire, puisque cette loi est conforme à l'observation. Et un jour est arrivé celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Galilée, en 1604, et Galilée se pose une question toute simple. Il se pose la question, cette loi est conforme à l'observation, soit, mais la question qui m'intéresse est de savoir si elle est vraie. C'est quand même une bonne question. Alors, on vous raconte dans les livres qu'il est monté au sommet de la tour de Pise. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est une légende. D'ailleurs, j'ai été à Pise il n'y a pas très longtemps et j'étais ravi de voir que dans les guides maintenant de la ville de Venise, on ne montre plus ce dessin. On voyait Galilée qui lançait depuis le sommet de la tour des objets très lourds et des objets très légers. Puisque s'il l'avait fait en convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens, il aurait montré aux aristotéliciens qu'Aristote avait raison. Parce que quand on fait l'expérience du haut de la tour de Pise, les objets plus lourds tombent plus vite que les objets plus légers. Donc c'est évidemment pas ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. L'expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle, ce n'est pas une expérience mentale. C'est je postule, en l'occurrence, qu'Aristote a raison, et je regarde, en imaginant une expérience que je ne peux pas réaliser simplement, quelles seraient les prédictions de la loi d'Aristote pour cette expérience si la loi d'Aristote était vraie. Très simple. Donc je postule que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et donc je prends par exemple un objet assez lourd, un objet plus léger. Simplement, et c'est là que commence l'expérience de pensée, au lieu de les faire tomber ensemble, séparément plutôt, je les relie par une ficelle. Ok ? Et l'ensemble qui est formé par ces deux objets, étant plus lourd que la boule la plus lourde, d'après Aristote, va tomber plus vite que la grosse boule toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite boule qui est plus légère va tomber moins vite, la corde va se tendre et elle va faire parachute. Et donc l'ensemble formé par les deux tombe moins vite que la grosse boule toute seule. Donc à partir de la loi d'Aristote, ce que personne n'avait vu, on se demande parfois si les gens réfléchissent. D'accord ? La loi d'Aristote est autocontradictoire, puisque dans ce cas-là, elle aboutit à des conclusions qui ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Donc lisez ce texte de Galilée, dans lequel il raconte ça. Il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise. Alors ensuite, comment résout-il le paradoxe ? Il le résout en disant « tous les corps, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur composition, tombent à la même vitesse. La vitesse ne dépend pas de la masse des corps. » Et on a eu beau jeu de lui dire « mais cette loi que tu énonces est contradictoire avec l'observation, donc elle est fausse. » Et Galilée répond « mais non, quand vous faites l'expérience, il n'y a pas que la gravité qui joue, il y a aussi des forces liées à l'environnement, l'air, et ce sont ces forces, et seulement elles, qui créent une différence de vitesse entre l'objet le plus lourd et l'objet le plus léger. » Donc cette loi physique qui dit le contraire de ce qu'on observe oblige à réinterroger et à réinterpréter l'observation. Je tiens à préciser, puisque je ne l'ai pas encore fait, que toutes les sources de cette vidéo sont en description, dont la conférence dont est tiré cet extrait. Mais revenons à notre sujet. Galilée, donc, adopte une approche de la science qui va en contradiction totale avec ce que Aristote pensait. Rappelez-vous, pour Aristote, l'homme pouvait tout percevoir avec ses 5 sens. Galilée fait donc le pari osé de s'appuyer sur des choses que nous ne voyons pas, des choses qui n'apparaissent pas à l'œil nu, dans notre habitat naturel. D'autant plus quand on sait qu'à cette époque, personne n'approuvait l'existence du vide.
À ce moment, le vide n'est qu'une hypothèse, une idée. Alors imaginez la tronche des types quand Galilée leur sort au calme qu'en fait tout se passe comme il le dit, mais dans le vide uniquement. Il n'a pas froid aux yeux, ce poulet. Mais Galilée a-t-il fondé la physique moderne juste en s'appuyant sur des choses qu'il ne pouvait pas voir et des hypothèses? Non, évidemment que non. Il va mettre en place une série d'étapes que l'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique. Et oui, enfin, nous y voilà. Alors, quelles sont ces fameuses étapes? Partie 3. La base apprise au collège. Personnellement, ça remonte à quelques années, mais de mémoire, on m'avait appris 3 étapes. Suite à l'observation d'un fait qu'il fallait expliquer, il fallait tout d'abord proposer une hypothèse, puis faire une expérience et finalement valider ou infirmer l'hypothèse. Cela dit, en fonction de l'époque à laquelle on a été au collège et en fonction du prof qu'on a eu, c'est vrai que nous avons tous un souvenir différent des bases scientifiques que nous sommes censés tous connaître. Donc, je vais me référer au programme 2020 pour le cycle 4, section physique-chimie. Au cours du cycle 4, l'étude des sciences permet aux jeunes de se distancier de leurs croyances dans leur vision du monde, pour entrer dans une relation scientifique avec les phénomènes naturels, le monde vivant et les techniques. Cette posture scientifique est faite d'attitude et de capacité. Ainsi, l'élève comprend que les connaissances qu'il acquiert, mémorise et qui lui sont déjà utiles devront nécessairement être approfondies, révisées et peut-être remises en cause tant dans la suite de sa scolarité que tout au long de sa vie. Plus loin, un tableau détaille plus précisément. Pratiquer des démarches scientifiques, c'est identifier des questions de nature scientifique, proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique, concevoir une expérience pour la ou les tester, mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte, interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant, développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observation et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences. Donc, en principe, si tout se passait comme le système le souhaite, nous devrions au moins tous connaître ces quelques étapes. Mais en quoi ces étapes sont-elles si importantes? Reprenons-les ensemble et voyons ce qu'il en est. Identifier des questions de nature scientifique. Ici, de nature scientifique veut de toute évidence dire que la réponse à ces questions ne doit pas être soumise à un ressenti personnel et doivent servir à expliquer un phénomène naturel. Entendez par là que « aimes-tu les frites ?» est un mauvais exemple. Quelle heure est-il aussi? En revanche, de quoi est composée la matière est un questionnement scientifique, car il cherche à établir une vérité qui doit être en principe objective et qui cherche surtout à expliquer un phénomène de la nature. Pour le reste, je vais synthétiser le tout en une expérience, car cela sera plus rapide et plus limpide. Et là, je vais prendre un exemple. Un exemple extrêmement simple, vous allez voir. Dans l'Antiquité, certains penseurs ont émis l'hypothèse que la lumière pouvait venir des yeux. Ils s'imaginaient que nos yeux projetaient des rayons de lumière qui rebondissaient sur les objets et revenaient vers nos yeux. Un peu comme un sonar de lumière, si vous préférez. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est faux, normalement, vous devriez tous le savoir. Mais est-ce vrai? Est-il vrai que c'est faux? Vous pouvez le prouver ou vous vous contentez de le croire comme on croirait une superstition? Comment établir une vérité scientifique? Premièrement, nous avons notre question, d'où provient la lumière? Puis suite à cela vient notre hypothèse, la lumière provient des yeux, ou alors la lumière ne provient pas des yeux. Il nous faut donc concevoir une expérience pour déterminer si la lumière vient de nos yeux. Comment pourrait-on faire? Oh, je sais! Nous pourrions nous enfermer dans une salle sans source d'énergie parasite, avec pour seul accessoire contre les murs une torche et un vase avec une fleur. Pourquoi ce matériel précisément? Puisque la torche allumée semble éblouissante, il serait naturel de croire qu'une torche peut être une source de lumière. Ou bien on pourrait croire que la lumière de nos yeux se reflète beaucoup plus sur la torche que sur le mur. Toujours est-il que la torche semble avoir un rôle déterminant dans la répartition de la lumière dans la pièce. Et pourquoi la fleur? Eh bien, pour l'exemple, admettons que dans ce monde parallèle, nous ayons établi que la fleur s'ouvre à la lumière et se ferme dans l'obscurité. Maintenant, l'expérience. Personnellement, je pense à plusieurs situations qu'il serait bon d'explorer les unes après les autres.
Dans un premier temps, on regarde la pièce avec la torche allumée. On peut constater que l'on voit bien la pièce et que la fleur est ouverte. Dans un second temps, on peut prendre la torche et la déplacer. Déjà, nous pouvons observer que la lumière dans la pièce se déplace différemment de quand nous l'avons observée avec la torche fixe. Puis, troisième situation, on ferme les yeux, mais on laisse la torche allumée. On passe la main sur la fleur, et chose étrange, ou non, on constate qu'elle est ouverte. Soit. Quatrième situation, on ouvre les yeux, mais on éteint la torche, et là, grosse surprise pour le seul qui ne s'y attendait pas, on ne voit rien, absolument rien, et si on passe la main sur la fleur, elle est fermée. Bon, que peut-on tirer de cette expérience ? Premièrement, puisque cette hypothèse date de l'Antiquité, j'ai essayé de m'en tenir à du matériel peu évolué. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous possédons des appareils qui sont capables de détecter, mesurer et enregistrer le taux de lumière. Donc nous aurions pu nous contenter de simples détecteurs modernes. Mais revenons à notre expérience. Il apparaît que si nos yeux produisaient la lumière, nous verrions aussi clair la torche éteinte qu'allumée. De même, la fleur resterait ouverte une fois la torche éteinte, mais se fermerait quand nous fermerions les yeux. Il apparaît donc que nos yeux ne sont pas la source de la lumière, ou du moins pas à eux seuls. Là, je fais juste une petite parenthèse, mais en vrai, ce protocole n'est pas très rigoureux, car je pourrais maintenant hypothéser que mes yeux sont la source de la lumière, mais en combinaison avec la torche, comme une sorte de mélange entre ce que mes yeux envoient et ce que la torche produit comme énergie. Et aucune des 4 phases de notre expérience ne viendrait contredire cela. Il faudrait donc faire toute une autre série d'expériences avec d'autres sources de lumière comme le soleil, des lucioles, une pierre luminescente, etc. Là, nous pourrions écarter l'hypothèse de l'œil comme origine de la lumière. Cela étant dit, maintenant que nous avons nos conclusions, il faut établir un modèle de la nature qui prend en compte nos découvertes. Si nous pensions jusqu'ici que la lumière venait de nos yeux, il faudra à l'avenir prendre en compte dans notre conception du monde que la lumière n'en vient pas. Ce qui peut avoir des implications théoriques telles que qu'est-ce qui crée la lumière dans les torches, tout comme des applications concrètes telles que l'invention de la lanterne pour s'éclairer dans une grotte, par exemple. Voilà pour ce qui concerne le contexte scolaire. Mais est-ce tout pour autant ? Le travail du scientifique est-il fini à ce stade ? Partie 4. Le consensus scientifique. Le fait est que c'est suffisant pour explorer le monde autour de soi en tant qu'amateur, mais au sein de la communauté scientifique, si vous vous contentez de ces étapes sans y inclure les dernières, vous ne serez pas pris au sérieux. Nous parlerons dans une prochaine vidéo du rapport entre preuve et démonstration et allons pour l'instant considérer à tort que le résultat d'une expérience est une preuve. Que reste-t-il à faire ? Eh bien, avant de publier votre découverte ou même simplement votre non-découverte pour simplement rendre compte du résultat de l'expérience à vos confrères, il va falloir passer devant un jury. Enfin, pas vraiment vous, mais votre article oui. Des experts du domaine auquel se rapporte votre article vont examiner votre article pour voir si vous n'avez pas fait de grosses erreurs de calcul ou si vous ne vous êtes pas trompé dans une donnée, ce genre de choses. Bref, ils sont là pour vérifier qu'il n'y a pas de faille majeure dans votre article. Mais c'est pas fini. Pour que votre découverte soit valide du point de vue de la communauté scientifique, il faut impérativement prouver que votre expérience fonctionne bel et bien comme vous le prétendez. Et il ne s'agit pas là seulement de communiquer les résultats de l'expérience. Il faut absolument communiquer le protocole précis mis en place pour l'expérience, sans omettre le moindre détail. Et là, on en vient à la toute dernière étape. Si vous devez faire ça, c'est parce que votre expérience doit pouvoir être reproduite par les autres scientifiques, dans les mêmes conditions, et donner les mêmes résultats que vous prétendez. Autrement dit, si vos résultats sont basés sur une erreur de mesure ou sur une impression, ou bien encore que vous avez commis une petite erreur dans votre expérience, vous êtes vite mis au courant par vos collègues. Bref, difficile de croire qu'un scientifique puisse bluffer et inventer une découverte de toute pièce. Sans vous mentir, au cours de l'histoire, il y a eu quelques impostures, mais au final, l'imposture a été découverte et la vérité rapidement rétablie. Enfin bref. Partie 5. Conclusion. Alors, conclusion. La méthode scientifique est une suite d'étapes rigoureuses qui se basent sur un ensemble de processus rationnels. Elle permet de déterminer étape après étape ce qui peut être établi comme une vérité scientifique,
au moins pour un temps. Il est à noter que cette méthode fait intervenir la possibilité de la reproductibilité massive des processus qui ont mené à cette conclusion rationnelle et objective. Voilà, alors maintenant, quand vous entendez... Il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique, c'est scientifique. Non, je crois que nous, d'ailleurs, à l'association des sorciers et des géobiologues, dont je fais partie, on parle plutôt de ressenti. Vous saurez qu'il vaut mieux ne pas se fier à sa vision de l'univers, car elle se vante franchement de ne se reposer sur aucun fondement rationnel et ne s'appuie au final que sur son état émotionnel. Allez, portez-vous bien et à bientôt dans un prochain Parlons Science.